Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Plus Encore, la magazine vidéo destinée au réseau de distribution CGP Family Office et banquier privé, une émission que vous pouvez retrouver sur le site et Plus Encore sur H24 Finance, mais également sur LinkedIn et YouTube et également en podcast. Aujourd'hui, exercice d'équilibre éditorial. Pourquoi ? Parce que la gestion de patrimoine, c'est du long terme, donc on traitera des sujets de long terme. Mais naturellement, on parlera aussi de ce qui se passe avec la guerre en Iran. Au sommaire de cette émission, dans quelques instants, on parlera d'immobilier avec la SCPI qui affiche le meilleur taux de distribution pour 2025 et la meilleure performance globale annuelle. C'est Wimo One. Ivan Vagic, le fondateur de Wimo REM, sera avec nous. À 18h10, on parlera retraite avec Nicolas Floriot, le directeur du développement de l'UMR Groupe Vive, avec un sujet, les femmes, une cible particulière, quels sont leurs besoins spécifiques, quelles sont les réponses que l'on doit leur apporter. Une femme, elle sera là avec nous à 18h17, ce sera le regard d'Hélène qui réagira à propos de certains sur les réseaux sociaux. 18h21, on parlera bourse. On commencera par parler long terme avec l'intelligence artificielle, comment tirer le meilleur de l'intelligence artificielle avec Vincent Chenet de H2O Asset Management et Pierre Pubassé de la financière de l'Échiquier. Et en fin de séquence, naturellement, on fera le point avec eux sur ce qui est en train de se passer avec la crise au Moyen-Orient, les conséquences sur les marchés, voir si ça crée ou pas des opportunités. Ce sera en fin de notre club des experts boursiers. Après notre débat boursier, le journal des réseaux sociaux de Georges Delataille qui est allé regarder et relever certains posts sur les réseaux sociaux. Et enfin, à 19h, Momentum avec Olivier Samin. J'interrogerai Olivier pour savoir comment, d'après les données de Célentia, les CGP réagissent face à la crise actuelle. Et avec Louis Desforges, on creusera les solutions de gestion de performance absolue dans un environnement où les marchés sont chahutés. Ça peut être particulièrement intéressant. Voilà, on va passer environ 1h15 ensemble et on attaque tout de suite avec l'immobilier. Allez, alors que se tient le MIPIM à Cannes, on est à Paris, l'année 2025 est bouclée et les classements de SCPI sont sortis. En tête, Wimo One avec un taux de distribution de 15,27% et une performance globale annuelle identique. Wimo REM est une société de gestion qui a été créée en 2024. Son président et fondateur, Ivan Vagic, est avec nous. Alors, Wimo One, sa première SCPI vient de franchir les 100 millions d'euros de capitalisation. Ivan, première question toute bête. Vous bossez avec combien de CGP ? 250 conventions ouvertes aujourd'hui. Alors, j'en suis pas. Alors, j'ai envie de vous connaître. Qui êtes-vous ? Alors, je suis Ivan Vagic, je suis marié, j'ai 35 ans, j'ai 4 enfants et j'ai un parcours en droit, en immobilier, en construction. Et puis après, je suis entrepreneur depuis que j'ai 27 ans, donc depuis 2017. Voilà, j'ai créé ma première entreprise. Ok, 2024, donc la société de gestion Wimo REM est agréée. En avril, vous lancez la SCPI Wimo One. Les motivations, c'était quoi ? Alors, les motivations sont multiples, il y en a deux. La première, c'est que en fait, on a senti qu'il y avait un momentum de marché qui était intéressant pour aller chercher des acquisitions à bon prix et donc aller créer de la performance et de la valeur. Et la deuxième, elle est plus personnelle parce que l'idée pour nous, c'est de faire de l'immobilier et de faire des projets qui ont un impact social. Donc, on commence avec quelque chose où on a une légitimité, à savoir l'immobilier, l'investissement. Et puis, ensuite, on ira sur des sujets qui ont un peu plus vocation à rendre le monde un peu meilleur. Voilà, avec humilité. Ok, on commence donc par la première, Wimo One. Quelle est la stratégie du produit ? Alors, Wimo One, l'idée, c'est d'acheter des petits actifs à moins de 5 millions d'euros, sauf pour l'hôtellerie et la logistique. L'idée, c'est d'être diversifié, donc de ne pas avoir une seule classe d'actifs à plus de 50% dans le patrimoine et d'être investi en Europe. Donc, en France, au maximum à 25% du patrimoine total et en Europe, au minimum à 75%, donc hors de France. Donc, aujourd'hui, on est présent en Espagne, en Italie, en Irlande. Et l'idée, c'est de s'implanter dans de nouveaux pays d'ici 1 ou 2 ans. Voilà. L'objectif, c'est de maximiser la performance et d'être opportuniste ?
Alors l'objectif, oui, c'est ça. C'est un peu l'ADN de la société de gestion et de la SCPI. L'idée, c'est d'aller chercher du yield, de la performance. Donc c'est vrai que l'ADN qu'on a en nous, c'est d'aller maximiser la performance. On distribue par exemple tout ce qu'on encaisse et on essaie de rendre le maximum de valeur à tous nos associés. Mais c'est clairement une position affichée et affirmée chez nous. D'accord. Donc c'est dû au rendement. J'évoque il y a cela quelques instants le chiffre de 100 millions de capitalisation. L'objectif à la fin de l'année, c'est quoi? L'idée, c'est d'essayer d'atteindre les 200 millions de capitalisation, ce qui serait un bon jalon pour nous. Question toute bête. J'entends votre argument disant nous, ce qui nous intéresse, c'est d'investir dans des petits actifs à moins de 5 millions. Est-ce qu'à un moment, vous ne serez pas capé par la taille? Est-ce qu'on peut, avec 300, 400, 500 millions, acheter des bouts à 5 millions? Tout ça, c'est une affaire de marché. C'est est-ce que le marché offre la possibilité, la profondeur pour déployer les capitaux que l'on collecte. Donc ça, c'est un point qui dépendra du contexte de marché dans lequel on va évoluer. Deuxièmement, ça dépend aussi de la structuration des équipes. Aujourd'hui, on a 4 personnes à l'acquisition qui s'occupent des investissements chez nous. Effectivement, si on collecte plus, il faut passer de 4 à 6, 8, 10 collaborateurs qui s'en occupent et pas dégrader la qualité dans l'analyse des dossiers, dans le fait d'aller sourcer toujours plus d'actifs. Donc, je pense que c'est un équilibre à trouver. Que l'idée, c'est vraiment on a vu ce qui a marché, ce qui a moins bien marché par le passé chez certaines SCPI. Donc, si au bout d'un moment on dégrade la qualité de nos acquisitions, on le paiera un jour. Donc, finalement, si on veut durer sur le temps long, il faut qu'on arrive à bien acheter, à continuer à rester sur cette philosophie. Alors, vous évoquez la façon dont on doit staffer la société de gestion. Moi, ça m'amène à une question sur les coûts. Vous avez fait quel choix de structure de frais? Frais d'entrée, pas de frais d'entrée? La tarification aujourd'hui chez vous du produit, c'est quoi? Alors, nous, on est assez simple. C'est vrai qu'on a 2 lignes de frais. On a des frais, des frais de souscription à 10% hors taxe. Et on a des frais de gestion qui sont de 11% hors taxe sur les loyers perçus. Donc, on n'a que 2 lignes de frais. Aujourd'hui, on réfléchit peut-être à créer une nouvelle ligne de frais avec des frais d'acquisition pour justement conserver et pérenniser la stratégie du small cap. Parce qu'en toute humilité, on ne s'attendait pas à avoir cette dynamique de collecte aussi rapide et d'atteindre les 100 millions aussi vite. Donc, on voit que on a trouvé notre place sur le marché, on a notre identité, nos partenaires nous distribuent. Donc, compte tenu de cet état de fait, en fait, on s'organise pour essayer de maintenir la stratégie sur le long terme parce qu'on s'est engagé à quelque chose. Donc, si on s'est engagé, il faut le tenir. Ok, vous m'avez dit que l'objectif, c'était d'être diversifié. Aujourd'hui, après, grosso modo, 1 an et demi, au 31 décembre, répartition en termes d'activité et en termes géographiques du patrimoine, c'est quoi? Alors, au 31 décembre, on avait 75 millions de capitalisation, on avait 5-6 millions de cash disponibles et on avait plus de 70% en commerce. Et c'est vrai qu'on a une exposition au commerce qui était un peu trop importante en 2025, tout simplement parce qu'on a eu l'opportunité d'acheter un portefeuille de commerce au 4e trimestre, où on a déployé plus de 20 millions d'euros en commerce. Et c'est ce qui a donné cette coloration très forte au commerce dans notre patrimoine, qu'on est en train de rééquilibrer sur l'année 2026, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, aucune classe d'actifs n'a vocation à représenter plus de 50% du patrimoine total de la SCPI. Donc c'est quelque chose qu'on va rééquilibrer dans les prochains mois. Si on regarde dans les équilibres, aujourd'hui, la France, ça doit être, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de pourcents. L'objectif entre France et Europe, c'est quoi? Alors, l'objectif long terme, c'est 75% hors de France, donc en Europe, et 25% en France. La réalité du marché aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup plus d'opportunités en Europe, et on le voit que pour des questions aussi de fiscalité, en fait, les clients ont aussi compris que les opportunités sont hors de France et que leurs investissements doivent aller hors de France. Et alors c'est moche parce que nous, on est patriotes, évidemment, on adore notre pays, mais on est aussi pragmatique et on s'adapte par rapport au contexte de marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de 85% du patrimoine hors de France, en Italie, en Espagne et en Irlande. Et l'idée, je pense qu'à court terme, c'est de rester sur cet équilibre-là. Performance 2025, 15,27%. Quand je regarde votre com, vous prenez des pincettes sur ce chiffre-là. Vous l'obtenez comment, ce chiffre-là? Alors, 15,27, il faut savoir qu'on a un niveau de rendement acte en main du patrimoine qui est au-dessus de 8% aujourd'hui, 8,24%. Et en fait, le sujet que l'on a, c'est que il faut qu'on soit pédagogique vis-à-vis des clients pour leur dire que le 15,27 n'est pas reproductible dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est le délai de jouissance. En fait, il est lié à la vitesse d'investissement. En fait, effectivement, on le résume souvent avec le délai de jouissance, mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, on arrive à investir plus rapidement que l'entrée en jouissance départ. Ce qui fait qu'on arrive à créer une performance, une surperformance mécanique grâce à ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'on est aussi collecté de manière
progressive et linéaire dans le temps. Il y a aussi le fait qu'on a un tout petit peu de levier, 11% de LTV, donc de loan to value sur notre patrimoine au 31-12. Vous rajoutez à ça le fait qu'on distribue tout ce qu'on encaisse. Donc en fait, c'est plein de petits détails, de petits curseurs qu'on va positionner au maximum de ce qu'on peut faire, ce qui ont permis de maximiser la performance. Ok, donc ça c'est pour l'année 2025. L'objectif que vous avez de distribution pour 2026, c'est quoi de taux affiché? L'objectif de distribution il est de 10%. Ok, alors ça c'est pour 2026. J'ai vu que la distribution cible à terme c'était 7%. Grosso modo, on rentrera dans la norme corps. On sait qu'au début, les SCPI sont favorisés par leur jeunesse, par leur dynamique, etc. Le 7% d'objectif, ça sera pour quand? 2029, 2030 Effectivement, vous avez bien préparé l'émission. Effectivement, il faut 3-4 ans pour atteindre notre taux de distribution normatif. Plus la SCPI va aussi grossir en termes de capitalisation, et plus effectivement, elle va être sur un rythme de croisière plus classique, plus normatif. Donc oui, d'ici 2029, fin 2030, si tout se passe bien. La performance d'une SCPI, c'est à la fois de la distribution, à la fois une revalorisation de part. J'ai regardé les valeurs de reconstitution. Est-ce que vous craignez d'être contraint de revoir la valeur de part en 2026 ? Aujourd'hui, nous, on a une chose à respecter, c'est de faire en sorte que le prix de la part reste dans le tunnel des plus 10, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le prix de la part est en bas du tunnel. Aujourd'hui, on ne sait pas si on va revaloriser ou pas, mais en tout cas, si à un moment donné, on voit qu'on sort du tunnel, on le fera. Et peut-être avant, peut-être pas, on ne sait pas. Voilà. Donc on suivra avec attention vos expertises de mi-année. Merci beaucoup Evan Wajcik d'avoir été avec nous. On parle tout de suite retraite avec Nicolas Fleuriot. Il y a de cela 4 jours, c'était le 8 mars, c'était la journée des droits de la femme. On va donc parler des femmes et d'un sujet majeur en termes d'épargne, c'est la retraite. Avec nous, Nicolas Fleuriot, directeur du développement de l'UMR. Nicolas, alors, les femmes sont-elles pour les distributeurs une bonne cible en matière de retraite ? Oui, absolument, et parce qu'elles sont préoccupées de leur retraite. C'est 68% d'entre elles le déclarent, et pour 3 raisons. La première, c'est qu'elles ont une espérance de vie plus longue, à 60 ans. Elles vivent en moyenne jusqu'à 88 ans versus 84 ans pour les hommes, d'après les données INSEE. Donc, elles ont un besoin de revenus plus important. Deuxième motif d'inquiétude pour elles, les disparités de la vie professionnelle. Inégalité salariale, temps partiel accru, carrière hachée à cause des congés maternité. Et tout ça se répercute sur le montant des retraites, de 38% inférieure à celle des hommes, hors réversion, 26% avec. Et troisième motif d'inquiétude, c'est que tout ça est accentué par une moindre information, une moindre préparation, d'où l'enjeu de se saisir à bras-le-corps de ce sujet. C'est ce que l'UMR, société à mission et spécialiste du retraite individuelle, on s'est dit qu'il fallait faire. Alors, vous le faites effectivement depuis déjà un certain temps. L'an dernier, vous aviez fait une étude quantitative sur les femmes et sur la retraite. Oui. Cette année, vous avez fait une étude qualitative en affinant vos travaux. Quelles sont les principales conclusions de ce que vous avez constaté cette année ? Alors, on a pu effectivement isoler quelques portraits robots, mais quelques chiffres. 42% des femmes ne préparent pas financièrement leur retraite. Donc, ça veut dire que pour un conseiller distributeur, il y a la matière à s'en saisir. Seuls 16% la préparent beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que ce taux monte à 22% chez les 25-34 ans. Donc, il y a une sensibilité chez les plus jeunes. Et 24% chez les femmes plus à l'aise financièrement. 60% ne se sentent pas suffisamment informés. 61% vivent la retraite comme une charge mentale, et c'est constant, quel que soit l'âge. On a aussi observé 5 différences entre hommes et femmes. Alors lesquelles ? Les femmes sont plus stressées sur ce sujet, elles sont moins optimistes par rapport à l'avenir, elles ont une moindre confiance dans leurs compétences, elles sont plus lucides que les hommes, elles se mettent une note de 5 sur 10. Elles épargnent davantage pour leurs enfants, 26% contre 17% pour les hommes. Et puis, l'AMF a publié une étude sur le sujet au début du mois, sur l'aversion, qui évoque notamment l'aversion au risque. Seuls 34% des femmes acceptent de prendre des risques, là où ce chiffre est de 57% chez les hommes. En revanche, chez les CSP+, de moins de 35 ans, où là on a un groupe homogène, on observe que les femmes dans ce groupe-là ont une aversion au risque beaucoup moindre et investissent beaucoup plus. Et on note néanmoins des points communs entre hommes et femmes. C'est une préoccupation pour tout le monde, mais par contre, il y a une difficulté à passer à l'action.
J'adore votre propos, peut-être sont-elles plus lucides que les hommes. On va essayer de voir comment on peut parler aux femmes de ces sujets de retraite pour les informer et les sensibiliser. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas un point tout bête, c'est de leur parler de l'actualité. Il y a un certain nombre de choses qui ont bougé dans les textes d'un point de vue législatif. Eh bien, il y a eu quelques évolutions sur le PER, mais pour le sujet femmes, la loi de financement de la sécurité sociale, effectivement, a apporté quelques évolutions, notamment sur le calcul de la retraite de base, en prenant en compte les enfants. Donc, au lieu de 25 ans, on passe à 24 ans ou moins. Et puis, faciliter le départ anticipé, ainsi que, pour la fonction publique, un trimestre de bonification par enfant. Ok. Alors, vous nous expliquiez tout à l'heure que les femmes préparaient insuffisamment. Je reprends l'étude de l'an dernier. Le trio de tête des placements préférés pour préparer sa retraite, c'était les livrets bancaires, 53%, l'assurance vie, 32%, le plan d'épargne retraite, 23%. Est-ce que Choupinette se plante ? On voit que les chiffres n'ont pas changé. On voit qu'on n'est pas forcément sur les bons supports pour le bon objectif. Et donc, on est d'accord, livret on oublie. Il faut de l'épargne de précaution, on est d'accord. Ensuite, il faut effectivement de l'assurance vie pour les projets, pour la liquidité, pour la transmission, mais c'est là où aussi le PER qui est fait pour l'objectif retraite, qui est fait pour réduire ses impôts, qui est fait pour protéger son conjoint également et pour contribuer à la transmission, a tout son sens. Donc effectivement, il y a un enjeu à leur en parler. C'est un produit récent, finalement, en 2019, c'est pas loin. Il est moins repéré. Et donc, on voit que c'est un outil de dialogue patrimonial, de structuration du patrimoine, pour tous les motifs que je viens d'évoquer. Et c'est là où, là encore, le conseiller a un rôle majeur à jouer. Alors, le conseiller, il est confronté quand même à une difficulté. C'est la difficulté les femmes ne veulent pas prendre de risques. Est-ce que, du coup, face à ce type de clientèle, il faut proposer en priorité des gestions à horizon et des gestions pilotées ? C'est très pertinent et on voit que sur nos PER grand public, c'est ce mode-là qui est majoritairement à plus de 90% choisi. Donc oui, parce qu'on peut leur expliquer que c'est pris en charge par des professionnels, qu'il n'y a rien à faire. Donc la désensibilisation pour la gestion pilotée à horizon à l'approche de la retraite. Donc c'est rassurant par rapport à la version risque évoquée. Donc oui, c'est un des bons points à mettre en avant. Allez, on va faire maintenant un petit jeu pour recommander, pour voir un peu les cas que l'on peut traiter. On va pas traiter le cas des femmes seules, on va traiter le cas des femmes qui sont en couple. Bonne ou mauvaise stratégie, 1 ou 2 PER ? Bonne question. Les deux sont possibles, mais 2 PER, à la fois dans une logique financière et à la fois dans une logique de protection du conjoint, parce que le décès du conjoint est un des cas de sortie anticipée, ça peut être une bonne idée. Ok, maintenant, on les alimente comment ? Parce qu'il y a des effets de fiscalité. On fait quoi ? On sème 50-50 ou on fait autre chose ? C'est une des solutions. C'est pas la seule, sinon ça se saurait. Mais effectivement, si on est dans une approche individualisée 50-50, chacun abonde soit le même montant, soit proportionnellement à ses revenus, soit en lien avec son plafond, puisqu'ils peuvent aussi être... Ou deuxième approche, l'approche mutualisée, puisque je parlais des plafonds qui peuvent être mutualisés. Et donc là, dans l'approche mutualisée, il y a 2 angles. Soit on dit, on veut le même montant en capital à la retraite, et donc chacun va abonder. Et là, dans une approche mutualisée, peut-être proportionnelle aux revenus. En revanche, si on veut une sortie en rente, comme les femmes vivent plus longtemps, comme on l'évoquait, ça veut dire qu'il faudra que le foyer abonde plus pour la femme. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que finalement, Bruno Le Maire nous avait dit que c'était super simple ? C'est quand même bien d'avoir un conseiller pour pouvoir expliquer tout ça, faire les simulations et les calculs pour pouvoir bien retomber sur ses pieds ? C'est indispensable. Et surtout que c'est une très bonne manière, des simulations, parler simple, avec des exemples chiffrés, d'aider au passage à l'action. Allez, dernière petite question. Je ne vais pas vous demander une étude, je vais vous demander vos chiffres. Les femmes, elles ont plutôt tendance à sortir en rente ou sortir en capital ? On observe dans nos chiffres une surproportion des femmes pour la sortie en rente, précisément parce qu'elles vivent plus longtemps et que ce complément de revenu certain dans une fin de vie incertaine retient leur attention. Merci beaucoup Nicolas Floriot d'avoir été avec nous. Et puisque l'on parle de femmes, tout de suite, le regard d'Hélène. Sur les réseaux sociaux, plusieurs CGP partagent leur modèle économique et expliquent pourquoi ils ne peuvent pas accompagner des clients en dessous d'un montant de ticket d'entrée. De votre côté, vous posez la question, quel est le modèle idéal pour un CGP ? Ma première réponse,
est-ce que le modèle idéal se résume à un ticket d'entrée? Le mois dernier, nous avons parlé de frais d'entrée, de rétrocession, d'honoraires, et nous avons vu qu'il n'existait pas de modèle parfait. Il existe en fait des modèles qui sont cohérents et qui sont adaptés à chaque CGP. Allons aujourd'hui un petit peu plus loin. Est-ce que le modèle d'un CGP doit se construire uniquement en fonction de la rentabilité, du temps disponible, du niveau d'expertise, du positionnement du marché ou aussi de la typologie de clientèle ciblée? Ou doit-il aussi intégrer une réalité très concrète, les coûts structurels de notre métier? Parce qu'aujourd'hui, être CGP, ce n'est pas seulement conseiller. C'est assumer des coûts réglementaires croissants, des exigences de conformité toujours plus fortes, des assurances, des cotisations, des outils performants tels que les CRM, des logiciels de conformité, des outils d'intelligence artificielle, de la cybersécurité, des signatures électroniques. Et si l'on recrute, c'est aussi des charges salariales et patronales importantes. Autrement dit, le modèle idéal ne peut pas être déconnecté de l'équation économique réelle, sachant que l'objectif de tous, à minima, bien sûr, est de vivre de son activité. Mais au-delà des chiffres, il y a encore une autre dimension, les valeurs. C'est derrière chaque modèle économique, il y a une vision du métier, il y a une façon d'accompagner et une conception de la relation client. Certains défendent l'exigence et la technicité, d'autres la transmission et l'accessibilité, d'autres encore placent la proximité et l'accompagnement sur le long terme. C'est là que tout se joue. Si vous dites que votre priorité, c'est la qualité du temps que vous passez avec vos clients, alors vous ne pouvez pas avoir trop de clients. Sinon, vous vous trahissez. Si vous choisissez de développer une équipe, vous devez accepter que votre modèle finance durablement des salaires, des charges et du management. Sinon, la structure devient fragile. Et si vous voulez rendre le conseil patrimonial accessible au plus grand nombre, vous devez bâtir une organisation efficace, digitalisée et capable d'absorber du volume sans sacrifier la qualité. Chaque valeur impose une discipline économique. Chaque ambition impose une cohérence financière. Le modèle idéal ne se copie pas. Il ne se travaille pas uniquement à partir d'un fichier Excel, mais il ne peut pas non plus ignorer la réalité des coûts. Il se construit à la croisée de 3 éléments. Votre vision, vos valeurs et votre structure économique. Un CGP désaligné économiquement s'épuise. Un CGP désaligné avec ses valeurs se vide de sens. Un CGP aligné construit dans la durée. Plutôt que de chercher le modèle idéal, visez plutôt le modèle à la fois viable et fidèle à vos valeurs et à qui vous êtes. C'est mon regard. N'hésitez pas à me donner le vôtre sur la page LinkedIn de l'émission. En attendant, on retrouve Jean-François Fiatre et ses experts pour avoir leur regard sur les marchés boursiers. Allez, le club des experts boursiers avec nous en plateau, 2 nouveaux invités. Il est porte-parole de la gestion chez la financière de l'Échiquier, c'est Pierre Puy-Bassé. Et avec nous également Vincent Chélet, directeur des investissements de H2O Asset Management. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'il se passe quelques petites choses aux alentours du détroit d'Ormuz. Donc, on a prévu aujourd'hui de parler de l'intelligence artificielle. Rassurez-vous, on va parler de l'actualité, de ce qui se passe, de la réaction qu'il faut avoir sur les marchés, mais on va quand même commencer par notre sujet. Et avant même d'ailleurs de commencer, si vous le voulez bien, avec notre sujet, c'est vos premiers passages, l'un comme l'autre, dans cette émission. LFDE était déjà venu avec Olivier Béranger quand il était directeur de la gestion, avant d'être nommé directeur général. On va faire un petit point rapide sur vos maisons, d'autant que chez vous, il y a quand même désormais l'intégration au sein du groupe LBPAM. Aujourd'hui, LFDE, c'est quoi ? Alors déjà, c'est plus que du double d'actifs sous gestion, puisqu'on est autour de 27 milliards d'actifs sous gestion. C'est le résultat en fait de la fusion des actifs qui étaient sous la marque Tocqueville au sein de l'entité LBPAM
et de ceux qui étaient déjà chez LFDE. C'est donc le renforcement d'une toute une série d'expertises, c'est le renforcement de l'équipe de gestion, avec aujourd'hui plus de 50 personnes, donc à peu près 25 qui sont arrivés de chez Tocqueville, et c'est le renforcement des expertises, plus de gérants, plus d'analystes, plus d'expertise, le renforcement de notre expertise sur le value, le renforcement de notre expertise sur le blend, le renforcement de nos expertises internationales, entre autres avec l'arrivée d'un fonds Global Tech, le renforcement de notre expertise pays aussi, avec un fonds Japon, un fonds Chine, un fonds Emerging China, un fonds Inde qu'on vient d'ouvrir, et toujours bien sûr nos fonds thématiques, et puis le renforcement de nos expertises crédit, entre autres avec, je dirais, l'onboarding, pour parler anglais, donc d'un fonds qui nous a paru très intéressant, qui était géré qui est toujours géré par une équipe donc au sein de LBPAM, qui est un fonds d'absolute return crédit. Donc plein de nouvelles choses, et puis plein de choses que l'on avait déjà. Ok, donc une gamme qui a été étoffée avec de multiples expertises qui permet aujourd'hui de couvrir tous les créneaux. H2O, comment ça va? On a beaucoup parlé des performances l'an dernier où vous aviez le vent avec vous. Comment va H2O? Très bien, oui, la dynamique est bonne. Alors nous, on est une boutique un peu plus modeste, mais on a avec 6,5 milliards d'euros sous gestion. Mais la dynamique est bonne. On a rassemblé les équipes de gestion en France. Nous qui étions originellement situés au Royaume-Uni, tout le monde est regroupé maintenant et toujours consacré à ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est-à-dire la gestion globale de performance absolue. Ok. Alors, maintenant, on attaque tout de suite avec notre sujet. Notre sujet, c'est l'intelligence artificielle. Je vous propose qu'on regarde ce sujet de l'intelligence artificielle avec 3 prises. Déjà, on va essayer de regarder l'impact sur l'économie. Donc, on va avoir une approche un peu globale. Après, on va voir comment on peut l'utiliser dans la gestion. Si vous utilisez et si les équipes de gestion chez vous utilisent l'intelligence artificielle et comment. Et puis, parce qu'on a des clients qui cherchent à investir et qui cherchent de bonnes solutions, on va essayer de regarder aussi comment on peut investir sur l'intelligence artificielle. Pierre, je commence avec vous. Vous nous avez expliqué l'évolution de la gamme avec des produits thématiques, des sujets autour des tendances, etc. On part d'un principe, l'intelligence artificielle, c'est une méga tendance? Je pense incontestablement, à titre privé, tout le monde se rend compte de ce que ça apporte. Alors, c'est des utilisations, bien sûr, qui sont assez basiques. La tendance, elle vient de, je dirais, l'usage croissant de ces outils-là dans le monde économique, en fait, dans les entreprises. Et on est juste au début de ce déploiement, en fait, sur l'intelligence artificielle et sur l'écosystème de l'intelligence artificielle. On se dit que ça aura autant de changements, par exemple, que l'Internet? Je pense, il faut rester prudent, mais en tout cas, en termes de croissance prévisible, c'est un univers, c'est un secteur qui devrait continuer à croître à peu près à 30% par an sur un horizon visible. Et sur les usages, oui, probablement, ce sera de plus en plus utilisé. Déjà, des entreprises l'utilisent. C'est très intéressant de discuter avec elles sur les gains de productivité que ça leur permet d'avoir. Alors, on va revenir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, vous utilisez le déploiement, la vitesse du déploiement. Est-ce que ça va? J'ai le souvenir, janvier, DeepSeek, l'IA, les valos américaines qui s'effondrent. J'ai l'impression que tout va très très vite. Trop? Oui, on a un marché évidemment qui est un peu euphorique sur ce nouveau thème, comme à l'époque avec l'Internet d'ailleurs, mais c'est vrai que on peut imaginer que le potentiel de déploiement soit même plus grand qu'à l'époque, parce qu'il y a tout un tas d'utilisations qu'on connaît pas encore, dans tout un tas de secteurs qu'on n'imagine pas encore, mais à des vitesses qui peuvent être très très différentes. Donc pour certains secteurs, c'est immédiat, peut-être d'où l'euphorie. Pour d'autres, ça prendra 5, 10, 15 ans. Donc c'est un déploiement finalement assez long de productivité, mais on aura très vraisemblablement des gains de productivité pour l'économie très importants avec l'IA. On va vivre avec les prochaines décennies et son déploiement les prochaines décennies. Alors, vous savez, moi je suis désolé Pierre, mais je n'ai pas changé, je n'ai pas étoffé mes expertises. Je suis et je reste un journaliste contrariant, donc je vais essayer de vous contrarier tous les deux quand même, puisque je vous semble fort positif sur l'IA. En termes d'emploi, on voit bien que l'emploi, c'est un sujet important. Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes à avoir en se disant, il y a des jobs qui vont être détruits et que finalement, l'IA, ça va peut-être apporter des marges aux entreprises, mais s'il y a des emplois qui sont détruits dans nos économies occidentales où la consommation est super importante, c'est peut-être pas si bien que ça.
C'est une thèse, en tout cas c'est une thèse effectivement qui a pas mal agité les marchés très récemment puisqu'elle a été développée et approfondie par un bureau de recherche qui s'appelle Citrini, qui a parlé d'une destruction donc de l'emploi des cadres aux États-Unis, des conséquences évidemment en chaîne que ça pourrait entraîner. Cette étude a été remise en question par d'autres bureaux de recherche. Ça va avoir un impact, comme toutes les évolutions technologiques. Toutes les évolutions technologiques ont des impacts. Maintenant, et derrière, il y a des nouveaux métiers, il y a des nouvelles. Ce qui est sûr, c'est que ça va détruire les emplois, ou du moins ça va poser des problèmes aux gens qui vont pas être capables de s'adapter à l'usage de cet outil. Et je pense que c'est une question sur l'employabilité et sur voilà. Après, c'est vrai que quand on commence à discuter avec les premières entreprises qui quantifient, je trouve que les chiffres sont très très intéressants. Ils parlent de gains de productivité d'environ une vingtaine de pourcents en fait, déjà dès aujourd'hui. Donc, est-ce que 20% de gains de productivité, c'est 20% d'emplois en moins, ou est-ce que finalement c'est une prestation dont le coût baisse et qui va connaître un plus fort développement et qui devrait peut-être même créer des emplois. Donc, en fait, on sait que c'est un enjeu très fort pour l'intelligence artificielle parce que si vraiment le scénario est un scénario de destruction massive de l'emploi, ça crée des problèmes sociaux très graves et ça remet en question la capacité de développement de l'intelligence artificielle. Vincent, question sur les problèmes sociaux que ça pourrait poser sur le prix de l'énergie. On voit aux États-Unis que les prix de l'électricité ont fortement monté, que Donald Trump est même intervenu pour essayer un peu de protéger le prix de l'électricité pour les ménages. Est-ce que ça, c'est une interrogation et c'est un problème, le fait de se dire que c'est fort sympathique, ChatGPT, mais ça bouffe quand même un peu plus de kilowattheures que Google? Oui, en effet, c'est vrai que c'est une révolution, même longue, c'est une révolution. Ça secoue le marché de l'emploi, il faudra s'adapter, il y aura sans doute des jobs qui seront détruits, beaucoup d'autres seront créés. À la fin, c'est quand même un gain pour l'économie mondiale, donc on créera probablement beaucoup plus d'activités économiques qu'on en détruira, mais c'est la même chose pour les matières premières, ça demande des investissements, ça demande de l'infrastructure, et donc forcément, au moment où on fait ces phases d'investissement, vous avez vu qu'ils sont gigantesques, c'est des centaines de milliards de dollars déployés, notamment aux États-Unis, pour tous ces centres de données. Évidemment, ça crée des phénomènes d'éviction, les prix de l'électricité, des composants. Est-ce que c'est pas ça qui va ralentir le mouvement? Parce qu'aujourd'hui, de la capacité de construction électrique, on fait pas une centrale comme ça en 2 minutes 30 pour être capable de produire l'électricité. Est-ce que c'est pas ça qui va finalement brider les modèles en se disant Oui, ça peut, mais c'est un pour eux effectivement c'est un challenge parce que ça change le coût du déploiement de la technologie pour ces entreprises. Quand le prix de l'électricité prend 50%, quand le prix de la mémoire est multiplié par 4 ou 5, évidemment, ça change complètement le business plan qui est derrière. Donc ça peut le ralentir, ça peut même en supprimer certains qui abandonneront la course à la construction de ces moteurs, bien entendu. Ça va contribuer à la construction de ce système, bien sûr. Je commence avec vous. Je vais vous interroger tous les deux sur ce qui a fait le buzz, j'aurais tendance à dire, le mois dernier. C'est les sujets de financement. Tout ça nécessite beaucoup de capitaux. Ça avale des capitaux qui étaient auparavant en fonds propres. Maintenant, c'est des capitaux qui sont sous forme de dette. Et puis, les gens se disent, mais c'est sympa, mais on veut bien prêter de l'argent, mais est-ce qu'on sera remboursé? Quid de la rentabilité de tout ça? Est-ce que pour vous, c'est un sujet important pour les marchés, ça, Vincent Chellet? C'est essentiel. C'est essentiel. Ça change complètement la vie de ces sociétés qui participent à cette course à la création des moteurs d'intelligence artificielle. Ce sont des boîtes qui dépensaient peu, qui investissaient peu et qui faisaient d'énormes marges. Elles étaient en quasi-monopole dans leur domaine, que ce soit la pub sur Internet, le cloud ou les réseaux sociaux. Bon, là, on inverse complètement la logique. Elles sont obligées d'investir beaucoup plus, des sommes considérables, et elles se retrouvent en concurrence. On peut substituer, on peut passer d'un moteur d'intelligence artificielle à l'autre, de ChatGPT à Gemini à Claude. Ça se passe, on n'est plus du tout dans la situation de monopole. Ce qui veut dire que ces boîtes qui faisaient des marges gigantesques arrivent maintenant dans un business plan à marge beaucoup plus faible. Donc ça, évidemment, pour les marchés, il va falloir l'intégrer au fil du temps et ça change complètement le business model de toutes ces sociétés qui participent à ce développement. Pierre Puy, c'est la vision chez l'FDE justement de l'impact de cette absorption de capitaux par cette industrie aujourd'hui pour ces raisons de développement. C'est de nature à peser sur le niveau des taux d'intérêt, c'est de nature à peser sur les flux qui s'orientent sur les marchés financiers. Comment on voit les choses chez l'FDE?
De façon plutôt optimiste, je pense que c'est une question, enfin du moins c'est une problématique que le marché connaît. Et donc comme toute problématique qui est déjà connue, elle a moins d'impact. C'est vrai que on a de nouveaux acteurs qui sont en train de rentrer sur le marché du crédit côté investment grade, avec des signatures qui sont bonnes. Alors, est-ce qu'ils prennent la place d'autres? Est-ce qu'ils ils font des tensions sur la ressource qui créent des tensions sur les taux? On va voir ce qui se passe dans l'année. C'est une des problématiques. On sait que effectivement, ça fait partie. L'argent est une ressource au même titre que l'électricité, qui est pas forcément extensible. Donc, il va falloir voir ce qui se passe. Mais c'est des emprunteurs de très grande qualité qui arrivent. C'est-à-dire que, et sur la rentabilité future, je pense qu'on commence à avoir des réponses. Entre autres, ça tombe bien qu'on se rencontre aujourd'hui parce que Oracle hier finalement a plutôt rassuré les marchés. Avec une progression du titre de près de un peu moins de 10% hier soir. Oui, mais surtout, derrière la progression du titre, il y a surtout des réponses sur la rentabilité en fait de ce secteur-là. Et ils disent que finalement la marge brute qui vont générer sur ces gros systèmes, donc ces gros data centers consacrés à l'intelligence artificielle, est assez cohérente avec la rentabilité qu'ils ont sur leur business cloud actuel. Et je pense que ça, c'est une réponse finalement qui rassure beaucoup le marché sur l'environnement sectoriel sur les mois à venir. Ok, on dézoome maintenant et on regarde comment utiliser l'intelligence artificielle à la fois dans les sociétés de gestion, mais également dans les portefeuilles. Vincent, je me tourne vers vous. Nous sommes en janvier dernier. Je reçois un communiqué de presse qui m'annonce que vous lancez un nouveau produit qui s'appelle Generative Global Macro, qui utilise l'intelligence artificielle. Déjà, première question, c'est la première fois que vous l'utilisez chez H2O ou vous l'utilisiez avant? Non, on l'utilise depuis un moment, depuis 3 ans exactement. Progressivement, on l'intègre dans notre processus de gestion, dans tous nos portefeuilles. Elle nous aide. C'est un peu le 12e homme sur le terrain. Ok, alors là, dans ce produit, l'intelligence artificielle, elle fait quoi? Alors dans ce produit, et dans tous nos fonds, pour commencer, on l'utilise de 2 façons. Elle nous remplace pas, l'IA. Elle n'a pas vocation à décider pour nous. On reste des gérants discrétionnaires qui prenons les décisions d'investissement. Mais elle nous aide. Elle nous aide d'abord parce que elle complète notre façon de regarder les marchés. L'IA, elle a une capacité d'analyse qui est plus large que la nôtre. Elle est capable d'aller trouver les angles morts. Ça nous aide beaucoup parce que quand on gère comme nous une gestion très très globale sur tous les actifs, sur tous les marchés, vous pouvez pas avoir l'œil partout. On peut pas avoir l'œil partout. Et la plus grosse erreur qu'on puisse faire, c'est pas de se tromper. On se trompe tous régulièrement, malheureusement, mais c'est de rater quelque chose. Voilà, ça c'est la mauvaise erreur. Et l'IA, elle nous aide à rater moins de choses. Elle attrape des angles morts qu'on pourrait avoir loupés. Et deuxième élément très utile, qu'on utilise encore davantage, c'est qu'elle nous permet de nous autocritiquer. Ce qu'on a appelé, nous, le miroir. On a l'IA radar qui regarde large, et l'IA miroir qui regarde un petit peu, on déforme les choses. L'IA, elle n'est pas biaisée, elle est objective. Ok. Elle a pas, voilà. Et donc, on a 2 angles d'utilisation qui complètent notre gestion et qui nous aident à prendre de meilleures décisions. Avant de donner la parole à Pierre, d'interroger Pierre pour savoir ce qui se passe chez l'FDE, vous venez de dire l'IA, elle est objective. Sure? Évidemment, elle est objective avec la façon dont on l'a construit. C'est finalement l'IA, c'est surtout l'utilisateur qui en fait la qualité. On a tous accès à ces moteurs, les différentes propositions qui nous sont faites, mais la clé, c'est la façon dont on la nourrit. Si on la nourrit mal, elle dit n'importe quoi. Quand on maîtrise la façon dont on la nourrit, on connaît ses biais. Donc évidemment, elle n'est pas totalement objective, mais on sait exactement comment elle fonctionne. Pierre, chez vous, est-ce qu'il y a des fonds qui sont gérés avec l'IA? Non. Est-ce que vous utilisez l'IA dans la gestion? Pourquoi? Oui, alors pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que finalement, on fait pas mal de data mining grâce à des outils d'IA, entre autres parce que sur nos fonds thématiques, par exemple, que ce soit l'intelligence artificielle, l'espace, on est toujours en train d'essayer de comprendre quelles sont les entreprises qui rentrent dans le secteur, qui rentrent dans nos univers d'investissement, et je dirais l'IA est d'une grande aide de ce point de vue-là. Après, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, effectivement, sur un programme d'augmentation en fait de nos compétences, augmenter le gérant sur les années à venir. Je pense qu'on ne peut pas ne pas être attentif à ce qui se passe. Ce serait une grave erreur de ne pas essayer de comprendre ce que ça peut apporter, ce que ça peut nous apporter en qualité de gestion, ce que ça peut donc apporter à nos partenaires. Compléter ou substituer?
Parce que la maison, on évoquait la maison a des produits typés. Oui. La maison a une âme de gérant. Stock picking, sélection de valeurs. Donc, vous dites qu'on peut aller jusqu'où? Vraiment, complément, aide à la gestion, aide à la décision? Bon, je pense que c'est difficile de dire ce qui va se passer dans les 5-10 prochaines années, mais à horizon visible, c'est complété. Et je dirais, de ce point de vue-là, on a de la chance aussi d'être dans un groupe qui investit beaucoup sur ce sujet-là. Ok, je reviens donc sur Generative Global Macro. L'objectif du produit, c'est de faire quoi? C'est un produit assez défensif. D'ailleurs, l'IA nous aide beaucoup sur cet aspect sécurisation des rendements du produit. On vise à battre le marché monétaire de 2% par an en moyenne, avec des actions, avec des obligations, avec du change. Et ça nous permet, l'IA nous aide beaucoup dans cet aspect, travail sur la volatilité, le comportement de la performance du produit. C'est important quand on a comme ça un horizon d'investissement au-delà de 2 ans qui est relativement court. Justement, ce produit-là, par rapport aux autres de votre gamme, où il y a d'autres solutions qui permettent de faire de la performance absolue, il apporte quoi? Il apporte moins de biais dans la, entre guillemets, l'IA vous dit, là, on sait tous, le gérant qui prend souvent des biais, parce que en général, il y a le biais de confiance. Quand on commence à bien sentir un coup, en général, les années suivantes peuvent être parfois un peu compliquées. Il y a souvent, ça vous dit, là, dans la construction du portefeuille, non? Oui, c'est ça, elle nous challenge. L'IA, elle nous donne pas de réponse, elle décide pas pour nous. Mais elle nous pose les bonnes questions. Elle nous challenge intelligemment sur nos convictions. Vous disiez sur confiance, ouais, ça arrive. Parfois, on a un peu trop confiance sur une position, on est un peu stressé, on est fatigué. L'IA, elle a rien de tout ça. Et elle nous regarde objectivement et elle nous dit, attention, vous êtes sûr que vous avez pas loupé ça? Est-ce que vous êtes sûr que là, vous n'êtes pas un tout petit peu trop dans votre histoire, à vous raconter la même histoire tout le temps, d'autres pensent pas comme vous, etc. C'est cette façon de travailler. Elle nous challenge, c'est un peu un partenaire de débat, un peu dur, qui nous force à nous poser les bonnes questions. Ok, on était donc en mois de janvier avec cette annonce de lancement de ce produit. On remonte encore plus dans le temps, plus précisément en 2018, où la financière de l'Échiquier fait le choix de lancer un produit spécialisé sur l'intelligence artificielle. Pierre, vous étiez là à l'époque. Qu'est-ce qui avait prévalu à l'idée de ce lancement? Je pense un regard, la méga tendance, c'est-à-dire que finalement, on a lancé nos premiers fonds internationaux en 2010, avec le fonds de World Equity Growth, et puis c'était un fonds de valeur de croissance, et puis du moins dans cet exercice de gestion, il nous est apparu qu'il y avait un territoire de très forte croissance potentielle, qui était donc le développement de l'intelligence artificielle. Et donc l'idée a été assez simple, c'est que finalement d'offrir une opportunité à nos partenaires de pouvoir investir sur cette thématique-là pour profiter d'un scénario de long terme qui est excellent, mais probablement avec, comme toutes ces univers qui sont des univers disruptifs, de la volatilité. Ok. Aujourd'hui, il pèse combien le fonds? 900 millions. Ok. Alors, je voudrais savoir, parce que, pardon de dire la chose suivante, mais intelligence artificielle, moi, je le vois à peu près à toutes les sauces. C'est sûr. Il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui utilisent, etc. Votre définition, votre univers d'investissement dans ce fonds échiquier intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un univers qu'on a fait, on a voulu assez holistique, c'est-à-dire que finalement, on va avoir effectivement des sociétés qui produisent des logiciels d'intelligence artificielle, mais on va avoir aussi des sociétés utilisatrices qui, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, modifient de façon très substantielle leur productivité et donc leur scénario de rentabilité. Donc c'est vraiment, l'idée c'est d'avoir un choix de valeur ou un univers d'investissement suffisamment large, de façon à avoir de la diversification, de façon à solidifier finalement le scénario de performance du fonds et de réduire la volatilité aussi. Vincent, question, même si votre job c'est pas de faire du stock picking, mais dans l'analyse macroéconomique, vous êtes plutôt en train de vous dire qu'il vaut mieux s'intéresser à ceux qui font les pelles, à ceux qui utilisent les pelles. Oui, je crois qu'on ne partage pas tout à fait l'analyse. Tout le monde n'est pas gagnant ou perdant face à l'IA. On estime qu'il y aura de grandes difficultés pour les producteurs de ces moteurs. Ils sont dans une grande concurrence, ils sont obligés d'investir des sommes absolument considérables, des centaines de milliards de dollars chaque année, avec les difficultés de financement qu'on commence à rencontrer. Ça va être très très compliqué pour eux. Quoi qu'en dise Oracle hier soir, évidemment, chacun prétend pouvoir gagner la course. Lui. Enfin, ils sont 5.
là. Ils sont 5 à nous proposer à peu près la même chose. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants, et la rentabilité sera pas la même pour tout le monde. En revanche, il y a 2 gros gagnants. Il y a un gagnant tout de suite, ce sont ceux qui produisent des composants. Vous avez besoin de ces composants pour construire ces centres de données. Il faut bien leur acheter. Tout le monde met des centaines de milliards. C'est à eux que vous les payez. Et ça, les grands gagnants, ils sont surtout en Asie. Donc là, on a vraiment la source d'ailleurs de la très très forte performance de la région l'an dernier. Et ça, ce sont des gagnants immédiats. Et les gagnants, c'est les sommes considérables. Les utilisateurs. Et puis alors, le gagnant de long terme, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, c'est vous, c'est nous. On vient d'en parler. Pour finalement pas très cher, on a accès à une technologie révolutionnaire qu'on va pouvoir développer sur les 5 ou 10 prochaines années. Des gains de productivité, des applications qu'on voit même pas encore. C'est le monde entier. Les productivités, elle n'a pas de frontières. Voilà les gros gagnants. Et ça, nous, en tant que thème d'investissement, c'est surtout là que ça nous intéresse. Pierre, je reviens sur l'histoire. 2018, le fonds, il a donc 8 ans. Pour vous, ça reste un bébé ou il est quelque part arrivé à l'âge de raison? Je pense que déjà, on a 8 ans d'expérience sur le secteur. Donc, je ne sais pas si le fonds est arrivé à l'âge de raison, mais je pense que on peut considérer que l'équipe de gestion est arrivée à l'âge de la compétence. Depuis longtemps, d'ailleurs. Mais oui, ça reste une thématique qui nous paraît très pertinente. Je répète le chiffre que j'ai donné au début de l'entretien. 30% de croissance annualisée sur les années à venir. Je dirais, l'avantage des méga-tendances, c'est ça. Après, je suis d'accord avec ce que dit Vincent. Il faut être très précis sur les différents choix que vous faites sur le fond. On vit depuis 8 ans des phases très très différentes et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le fond on est très exposé sur les producteurs de pelles et comme vous le dites les producteurs, les TSMC, les SK Hynix, etc., qui nous paraissent être très bien positionnés, mais pas que. Aujourd'hui par exemple on est en train d'investir un nouveau compartiment qui sont tous les fournisseurs de systèmes qui permettent finalement de rendre intelligents les robots, de rendre la voiture autonome, tout ça. Donc il y a plein de compartiments en fait qui se développent au fur et à mesure sur lesquels il faut être présent. Alors dans le parcours, dans les 8 ans, il y a l'année 2022 qui est l'année la plus compliquée en termes de performance. Je me dis voilà, ce thème me paraît effectivement être une méga tendance, un sujet porteur. La préconisation en tant que CGP que je dois donner à mon client, c'est de lui dire, c'est le genre de produit sur lequel faut faire des versements réguliers plutôt que de faire du trading en se disant c'est le moment d'y aller ou si on est toujours bon sur le timing d'entrée, le timing de sortie, il faut faire du trading, mais je dirais que l'expérience prouve que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense que c'est un très bon fonds en versement programmé. Bien sûr, il faut mettre, c'est un satellite, en fait, c'est pour un peu booster, en fait, sa performance. Et puis, 2022, pour revenir, effectivement, c'est une année qui est un mauvais souvenir pour nous tous. C'est une année sur laquelle on a vraiment analysé ce qui s'est passé. Et je pense que là où 2022 peut-être se reproduira pas, même s'il faut être prudent sur ce genre de prévisions, c'est que le secteur a beaucoup maturé. Et en 2022, finalement, pour avoir une présence sur l'intelligence artificielle, il fallait avoir une exposition importante sur des sociétés non profitables, qui sont des sociétés qui ont une beaucoup plus forte volatilité. Aujourd'hui, au sein du portefeuille, il n'y a plus de sociétés non profitables. Une question technique. Est-ce que vous pensez, Vincent, que l'IA va augmenter la volatilité sur les marchés ? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on peut s'interroger là-dessus. C'est difficile de répondre, évidemment, de manière catégorique dès aujourd'hui, mais on peut imaginer qu'une utilisation un peu paresseuse de l'IA, on va plus vite, alors on la laisse faire pour des tas de choses, augmente un peu le caractère momentum, le caractère suiveur des marchés. Et ça, c'est générateur de volatilité. Donc ça dépend un peu de la façon dont elle est utilisée. Aujourd'hui, on voit un peu de ça. Il y a un peu de trading avec l'IA. Et donc, en ce sens, effectivement, ça a plutôt tendance à alimenter la volatilité. Mais si on sait s'adapter et à améliorer notre capacité à l'utiliser intelligemment, on devrait l'éviter. Pierre, en préparant cette émission, je me suis dit, voilà, je conseille les gens, etc. Donc, ils sont intéressés par l'IA et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Puis, on mène l'enquête et puis on regarde un certain nombre de choses. Je suis tombé sur des produits de votre gamme sur lesquels je voudrais avoir 2-3 petites précisions et justement que vous me les positionnez pour me dire ce qu'ils font exactement et comment ils sont par rapport au fonds intelligence artificielle. Material for the future. Donc là, je me suis dit, effectivement, le métaux rare et tout ça, c'est un truc qui tourne largement. On évoquait les puces et tout ça. Il fait quoi ce produit ? Alors c'est le nouveau nom d'un fonds qui était très connu, qui s'appelait Tocqueville Gold.
En fait, on a repris la gestion de cette stratégie-là chez nous. Et en fait, il a une exposition sur toute une série de matières premières. Il a bien sûr des matières premières traditionnelles et il continue à avoir une exposition aurifère, enfin à travers les mines. Mais il a aussi, et c'est l'intérêt de ce produit-là, une diversification très importante sur d'autres types de métaux, d'autres types de matières premières, dont certaines, effectivement, sont très importantes parce qu'elles sont nécessaires pour construire toutes ces nouvelles technologies. On parlait tout à l'heure de productivité et d'emploi. Il y a un produit dans la gamme qui s'appelle robots et humanoïdes. Ouais. Alors c'est quelque chose dont on va parler beaucoup plus puisqu'on vient effectivement de le débaptiser. Il s'appelait Robotics, on l'appelle robot humanoïde. On croit beaucoup à la thématique en fait du développement des robots humanoïdes. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler et c'est une stratégie effectivement qui nous semble pertinente. C'est une nouvelle méga tendance en fait et qui est en train d'accélérer avec effectivement le développement de nouveaux robots qui vont être des robots, je dirais, grand public, qui vont intégrer la vie de tous les ménages à terme. Allez, on continue sur l'intelligence artificielle, mais on vient sur l'actualité, puisque paraît-il, l'intelligence artificielle a une importance colossale dans ce qui est en train de se passer en Iran et au Moyen-Orient. Question très simple, je vous demande une réponse très rapide. Dans vos scénarios centraux, vous vous dites guerre courte ou guerre longue chez H2O? Les États-Unis vont probablement se retirer relativement vite, mais l'impact de ce qui se passe risque d'être assez long. Pierre? Même chose. En fait, pour l'instant, on est plutôt sur guerre courte, mais avec des conséquences qui vont dépendre effectivement de l'attitude de l'Iran et de la situation du détroit d'Ormuz. Ok, alors maintenant, on va un peu rentrer dans le détail d'un point de vue macroéconomique. François Villeroy-de-Galhau a dit pour l'Europe, moins de croissance, cette guerre aura moins de croissance et plus d'inflation. Vous partagez le sentiment? Oui, évidemment, c'est de l'inflation immédiate, mais temporairement. Le vrai impact, le plus sérieux, c'est qu'évidemment, c'est un frein à la croissance. C'est le prix de l'énergie qui est durablement plus élevé. C'est une ponction de pouvoir d'achat et c'est de la croissance en moins. Pour vous, le mouvement sera fort ou pas, ou pour l'instant, les économistes? Ça va dépendre de la durée de cet événement. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, en fait. C'est-à-dire, on ne maîtrise pas, en fait, ce que va faire l'Iran. Est-ce que l'Iran bloque et continue à poser des problèmes sur le prix du marché, sur le prix de l'énergie, et ce sera la conséquence. Mais effectivement, si je suis d'accord, on partage la même. Enfin, il est difficile de dire autre chose. Si les choses continuent, c'est pas terrible pour la croissance, sauf la croissance des entreprises de défense, et ça crée quand même des pressions à la hausse sur l'inflation. Avec, c'est vrai, on commence à en entendre parler de plus en plus. Le risque de stagflation, qui revient, quelque chose dont on parlait plus du tout. On attaque le sujet. Est-ce que il y a un sujet dont on entend parler, c'est le problème du crédit privé. Par exemple. Donc, est-ce que aujourd'hui, c'est pour vous une inquiétude majeure sur les marchés financiers? C'est une fragilité de l'économie américaine qui pourrait être révélée et difficile à gérer à cause de cet événement. Donc finalement, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Mais ce genre de choc, évidemment, secoue un peu les investisseurs et pourrait créer un mouvement sur la classe d'actifs qui soit un petit peu difficile à gérer. Vous avez vu qu'il y a quand même eu des rachats importants depuis le mois de décembre, donc depuis avant, ce qui se passe, qui progressivement augmente sur tout ce qui est actifs privés aux États-Unis. Ça a fortement augmenté en février. On attend le chiffre de mars, on verra bien. Mais enfin, effectivement, beaucoup d'investisseurs s'interrogent. Et on pourrait avoir là une forme de sortie, on sait à quel point ils sont pas liquides, donc de sorties qui sont supérieures à la liquidité que peuvent offrir ces produits, bien entendu. Pierre, est-ce que l'Europe est quelque part finalement un peu l'anneau de la farce? Parce que c'est elle qui va potentiellement plus se prendre l'inflation dans la tête, et alors que finalement elle n'a rien demandé, elle a juste le défaut de se trouver pas trop proche. Pas trop loin, pardon. On va voir. Je crois que l'Europe est peut-être moins fragile sur la situation du crédit privé. Entre autres, le gros problème des États-Unis, c'est qu'il y a une très grosse exposition au monde du software, qui est un monde sur lequel, effectivement, l'intelligence artificielle, pour l'instant, est vue comme une disruption majeure. Si on regarde, mettons, l'univers du crédit privé européen, il est beaucoup moins exposé sur cette problématique-là. L'Europe, on le sait, a une distribution, entre autres sur les marchés financiers, sur des industries beaucoup plus solides,
un côté industriel, le fameux heavy asset, low obsolescence, qui est plutôt avantageux. Ça a servi de diversification, en fait, aux investisseurs internationaux. Ça a été très clair en 2025. Nous, on considère que ce mouvement de retour d'intérêt pour des marchés hors US de la part des investisseurs internationaux devrait continuer en 2026. Oui, on partage globalement l'idée. Je crois que en 2 mots, le choc est plus fort pour l'Europe, mais l'économie fragile, c'est plutôt l'économie américaine. Même si le choc est plus petit, elle pourrait en souffrir davantage à cause de ses fragilités. La remontée des taux, ça crée une opportunité. On a le sentiment que le flight to quality, tout le monde a oublié, et que on s'est précipité en disant oh là là, on va revenir avec la guerre en Ukraine, l'inflation qu'on n'avait pas venue, on s'est planté la fois précédente, donc on va pas se planter cette fois-ci. Oui, mais c'est pour ça aussi que c'est une opportunité. Donc les taux, c'est une opportunité pour vous? En Europe, oui. Oui, en particulier sur les taux courts. Quand on a commencé à avoir des marchés qui anticipent des hausses de taux de la Banque Centrale Européenne, bon, c'est un peu exagéré. C'est avant tout récessif ce qui est en train de se passer. C'est un peu d'inflation maintenant, de la pression sur la croissance après. Donc, une fois passé l'orage, ce sera plutôt des baisses de taux qu'on aura. Pierre, vous, il y a des opportunités que vous avez vues chez l'FDE, il y a des risques qui s'accroissent sur d'autres classes d'actifs que vous voyez, il y a le sentiment... Nous, on reste constructifs, en fait. Après, il y a toujours des risques, mais c'est vrai que les marchés, c'est un début de correction. Je pense qu'il y a pas eu beaucoup d'exagération. Il y a quand même des choses intéressantes. Enfin, je crois que le compartiment des softwares a été l'objet d'une disruption majeure. Je dis pas qu'il faut revenir de façon aveugle. Il faut vraiment trier les services informatiques, ce qui sont plus nécessaires parce que les outils d'intelligence artificielle arrivent. Moi, je serais tenté de dire ils vont être plus que jamais nécessaires, puisque je pense que les entreprises vont pas bricoler à travers des systèmes qu'ils vont trouver comme ça gratuitement. Elles vont avoir besoin d'être accompagnées, etc., etc. Donc, il y a plein de secteurs qui nous paraissent pertinents, mais je dirais plus que jamais les belles entreprises avec des parts de marché solides, avec peu d'endettement, aujourd'hui restent plutôt des valeurs refuges. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, le journal des réseaux sociaux de Georges Lataille. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, bonne nouvelle, je suis de retour à Paris, toute ma famille aussi, en pleine forme. Pour commencer ce journal des réseaux sociaux, on va débuter par un post d'Yves Mazin, le président de la CNCGP. Il réagit sur une note de Bercy qui indique que 13 000 millionnaires en France ne payent pas d'impôts et fait un parallèle avec l'éducation financière. En France, il n'y a pas que l'impôt sur le revenu comme impôt. Il est donc plus que clé d'éduquer les Français à la finance. Sujet qui fait réagir de nombreux CGP, comme par exemple Sandra Fressier, mais sujet qui aurait aussi pu faire réagir Jean-François Filiatre, car avec la finance pour tous, l'éducation financière, c'est son dada. Yves Mazin en profite pour faire un petit placement produit avec la mise en avant du concours des jeunes talents de la CNCGP. Yves est un vrai influenceur. Pour continuer, on peut se poser une question. L'IA se développe de plus en plus dans tous les domaines de la gestion de patrimoine. Guillaume Fontenot, qui milite depuis des années pour un conseil en gestion de patrimoine réellement indépendant et donc rémunéré par honoraire, alerte sur les risques de l'IA. Il a lui-même construit sa propre IA, l'a alimenté de toutes les informations qu'il avait, ses livres, ses articles, ses méthodes, etc. Et selon lui, le résultat est plus que bluffant. Logiquement, cet article, ce post, fait réagir de très nombreux CGP et il en ressort un très certain consensus. L'IA, elle est exceptionnelle, mais elle doit être accompagnée par un CGP. Donc, si les CGP savent travailler avec une IA, ils resteront plus qu'utiles, totalement indispensables. De son côté, notre confrère L'AGFI a publié un de ses articles qui a beaucoup fait réagir, la thématique, une clarification de l'AMF sur le périmètre d'intervention des CIF sur l'assurance vie luxembourgeoise. Nous avons deux types de retours. D'abord, ceux qui disent « j'arrive pas à accéder à l'article ». Pourquoi ? Parce que l'AGFI est un média payant. Et ceux-là, je me permets de les trouver un peu paresseux, parce qu'en quelques clics sur Google, vous trouvez l'article source de l'AMF, la publication dont vous pouvez tout à fait lire le document de l'AMF. Et il y a ceux qui ont accès et qui posent la vraie question, c'est comment est-ce que je peux bien prouver mon devoir de conseil et comment expliquer pourquoi l'AMF fait ça. L'AMF, elle fait cette démarche dans un souhait de protéger les épargnants français tout en promouvant la transparence. Elle demande donc au CIF de bien prouver cette transparence. Enfin, le diable se cache dans les détails, comme le constate
Jean-Charles Rigolo, c'est un expert comptable et commissaire aux comptes. Dans une réponse ministérielle de février 2026, le traitement des libéraux exerçant en société est uniformisé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une hausse des impôts sur le revenu pour eux, parce qu'il y a une perte de l'abattement et une imposition en BNC. Il y a des déclarations modifiées, il y a une distinction à faire entre la rémunération technique et la fonction de direction, et il y a des ajustements liés à la jurisprudence et à la doctrine. C'est un sujet qui fait énormément réagir, tant sur des questions techniques, comment mettre ça en musique, que sur le côté irrationnel de ces décisions. On peut citer par exemple la réaction de Jérôme Dedeillan qui lui propose carrément de monter une manifestation. Vous avez des articles qui vous intéressent, qui vous interpellent, vous souhaitez nous en faire prendre connaissance, n'hésitez pas à taguer et plus encore à me taguer, à me les envoyer, je serai ravi d'en parler dans les prochains numéros. Allez, avant de conclure, c'est l'heure de Momentum, notre nouvelle rubrique avec nous, Olivier Samin, le directeur du développement de Célancien. Alors Olivier, tout à l'heure, on a parlé à l'occasion du club des experts boursiers de leur vision de ce qui se passait avec la guerre au Moyen-Orient. De votre poste d'observateur chez Célancien Patrimoine, est-ce que vous pouvez me dire un peu quelles ont été les réactions des CGP? Il y en a eu? Alors, oui, je peux le dire. Il n'y a pas eu de réaction. On n'a pas du tout observé, c'est pas un phénomène nouveau d'ailleurs, on pourra en reparler, de mouvements de panique et d'arbitrage ou de sorties massives liées à la situation externe. Et c'est là où on peut constater que finalement le conseil délivré par un CGP doit bien s'appliquer dans une démarche de long terme et finalement ne pas réagir ou surréagir à des événements qui à un moment donné peuvent être volatiles à la baisse, mais parfois à la hausse également. Avec peut-être que j'aimerais le citer, il y a un petit changement ou une évolution plutôt sur les flux entrants, pas sur les stocks, mais sur les flux entrants, où on a une appétence accrue sur les fonds en euros, pas comme étant un objectif final, mais pour utiliser les fonds en euros comme un outil d'investissement vers les unités de compte en organisant des arbitrages programmés à partir de la poche euro. D'accord, donc on prend des réflexes à faire moins de market timing et à avoir plus de régularité. Ça résonne tout à l'heure avec ce que l'on a dit Absolument. Sur les séquences retraite. Il y a des jeunes CGP, alors vous dites qu'il y a moins de réactions, peut-être qu'aussi on a appris, parce que des crises on en a quand même vécu pas mal ces derniers temps, oui. Donc il y a des jeunes CGP qui s'installent. Comme moi, vous n'avez plus 20 ans, des crises vous en avez vécu. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune CGP qui s'installe quand on est dans ce genre d'environnement? Alors, en fait, des conseils qu'on pourrait donner sont les conseils qu'on nous a même donnés il y a, on peut le dire, presque 30 ans maintenant. C'est des règles de base, la diversification, une vision très long terme sur les allocations d'actifs qu'on peut proposer à ses clients et de ne pas réagir ou surréagir par rapport à une stratégie qui s'engage sur le long terme. Est-ce que c'est un moment de rassurance des clients? Entre guillemets, on a vu qu'en 2020, les CGP avaient gagné pas mal de parts de marché, oui. Parce que eux, ils avaient leur téléphone qui marchait et que les banquiers, leur téléphone, il marchait pas. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est un phénomène qui continue. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques quand même du conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'être quasiment en permanence et de plus en plus à côté de ses clients et donc à côté de son argent. Ok. Tous les mois, vous avez un invité. Oui. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis venu avec Louis Desforges, qui est directeur du développement France, chez Jupiter AM. Alors il est français, Jupiter est anglais, et moi j'avais une première question déjà de te dire bienvenue Louis. Merci. Et ma première question, c'est est-ce qu'il y a une touche spécifique d'un gestionnaire anglo-saxon comparé à un gestionnaire plutôt français? Et je le rappelle, tu as une longue expérience chez des sociétés de gestion françaises. Je vais en citer deux, la financière de l'Arc, Mandarine. Ouais, donc, il y a des choses qui changent chez les anglo-saxons? Ça reste le même métier, bonjour messieurs, mais ça reste le même métier. Après, j'avais commencé chez Franklin Templeton, donc j'avais commencé chez un anglo-saxon. Donc tu reviens à ton premier amour. Des États-Unis à l'Angleterre, mais il y a quelque chose qu'on retrouve quand même chez les anglo-saxons. Je trouve qu'il y a deux grandes qualités. D'abord, une vraie vision très mondiale des choses. Donc on est peut-être moins européo-franco-centré. Vraiment une vision très globale du monde de la gestion d'actifs et des opportunités que ça peut représenter. Et je trouve, notamment dans des périodes comme celle qu'on a en ce moment, où forcément le marché est plus volatile, les performances bougent de manière plus erratique que quand le calme est là,
beaucoup de sérénité, c'est-à-dire une vision des choses. C'est la vie, la gestion d'actifs, c'est jamais tranquille. Et il faut savoir accepter que de temps en temps, tout ne se déroule pas forcément comme on l'avait envisagé. Et on garde ses convictions, on reste calme, et les choses se rétablissent ensuite. Donc voilà, c'est un peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure avec le comportement des CGP. C'est ça, c'est un grand CGP en fait. Ok, Louis, en 2022, Mathieu Morgan était venu sur le plateau de nous parler d'un produit taux de chez Jupiter AM. On fait le point depuis, c'était donc il y a 4 ans. On fait le point. Jupiter AM aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est toujours un gérant d'actifs obligataires, mais pas que. Ça, d'ailleurs, ça n'a jamais été que un gérant obligataire, une expertise historique sur les actions internationales, les pays émergents, etc. Et puis, en 2020, Jupiter a racheté une société de gestion qui s'appelle Merian, qui a apporté une brique sur la gestion alternative. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché français, c'est une expertise qui prend beaucoup d'ampleur. Ok. Aujourd'hui, justement, sur le marché français, quels sont les principaux produits qui sont référencés ? Donc historiquement toujours le fonds obligataire que Mathieu était venu raconter à l'époque, le fonds Jupiter Dynamic Bond, qui est une sorte de mandat de gestion obligataire avec une vision globale des choses, c'est un fonds obligataire diversifié. Et depuis 2 ans, beaucoup le fonds Jupiter Merian Global Equity Absolute Return. Le nom est un peu compliqué, mais c'est une stratégie de performance absolue. Qui se fait beaucoup connaître. Eh bien, on va la creuser, si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Je vais vous passer à la question, pardon. Déjà, truc tout bête, l'objectif de performance du produit, c'est quoi ? C'est monétaire plus 5%. Voilà, donc les choses sont très très claires. Donc aujourd'hui, si on prend un monétaire de l'ordre de 3% à peu près, ça veut dire qu'on a un objectif sur cette année de faire une performance de l'ordre de 8%, entre 7 et 8%. Si le monétaire était à 0, ce serait 5. Ok, question. J'imagine que, comme dans tous les anglo-saxons, il y a différents types de parts. Des parts en dollars, des parts en euros. Oui. C'est l'objectif dollar, c'est l'objectif euro ? Non, alors en fait, nous, ce qu'on référence, c'est la part en euros, couverte systématiquement contre le risque de change. Donc la performance que nos investisseurs auront, c'est au coût de la couverture près, la performance qu'un investisseur aurait aux États-Unis, par exemple, le fonds est géré en dollars. Ok, parfait. Maintenant, niveau de risque ? SRI, le SRI, il est de 2. L'objectif de volatilité du fonds, c'est de pas dépasser les 6. Alors, c'est un objectif, c'est pas une contrainte d'investissement. La réalité, c'est que historiquement, le fonds, il a une volatilité, comprise entre 4,5 et 5. On ouvre le capot, si vous le voulez bien. Ah. Donc, vous me dites que c'est de la performance absolue. Il y a du bêta, il n'y a pas de bêta, c'est neutre en termes d'exposition marché, c'est quoi ? Alors, c'est le point principal à retenir du fonds. C'est contractuel, on va dire. 0 bêta. Alors le bêta, on n'a aucune exposition au marché action. Ce que ça veut dire, c'est que la performance du fonds, nous ne voulons pas qu'elle soit associée à la direction que peut prendre le marché action. Ok, donc ça veut dire d'un côté, on achète des positions et d'un autre côté, on vend des positions. Voilà, on en vend autant en fait. On achète autant qu'on vend. C'est quoi l'intérêt ? C'est qu'en fait, la performance du fonds ne va venir que de l'écart de performance entre notre poche acheteuse et notre poche vendeuse. Elles font le même poids. Ok, poche acheteuse, poche vendeuse. Dans le titre, il y a equity, donc j'imagine que c'est des actions. Exclusivement. Univers d'investissement, lequel ? C'est le MSCI World, donc c'est l'univers des actions internationales. C'est 7000 titres. Et là-dedans, on va en choisir 400 pour remplir la poche acheteuse et 400 pour remplir la poche vendeuse. On choisit comment ? On fait une sélection dans les 2 poches. Comment est-ce qu'on le fait ? On a un modèle quantitatif et systématique. Le gros intérêt d'un modèle quantitatif, c'est qu'il peut scruter un nombre extrême de données, 45 millions de données qui sont actualisées quotidiennement. Et ce modèle note tous les titres. D'accord ? Il note tous les titres de l'univers, les 7000 titres quotidiennement. Et on va être acheteur des 400 titres les mieux notés et vendeur des 400 titres les moins bien notés. Alors moi j'avais une question, comment tu intègres justement ce genre de produit dans une allocation d'actifs quand tu es conseiller ? Est-ce que c'est une alternative, j'ai réussi à le dire, longue au fonds en euros ou un fonds de repli en période de crise par exemple ? Entre Normands, on va se comprendre. C'est les deux. C'est les deux. En fait, d'un point de vue tactique, c'est le genre de fonds qu'on utilise quand on veut sortir du marché action parce qu'on trouve qu'il y a trop d'incertitudes, il est trop cher, etc. On veut enlever du bêta et ça, c'est une occasion, c'est une solution de repli pour continuer d'aller chercher de la performance sans prendre ce risque directionnel sur le marché action. Ça, c'est une vision tactique des choses. De manière structurelle, SRI2,
une volatilité qui reste extrêmement bien maîtrisée, des drawdowns très limités historiquement sur le fonds. Ça veut dire qu'en fait, on peut aussi l'utiliser de manière stratégique, structurelle, comme une alternative au fonds en euros. Et d'ailleurs, je vais élargir les choses. Ma conviction profonde, c'est qu'en fait, c'est une classe d'actifs à part entière, ces fonds de performance absolue. C'est-à-dire, il faut avoir systématiquement dans une allocation, on a de l'action, on a de l'obligataire, on a du fonds en euros et d'autres choses. Il faut avoir une poche de fonds de performance absolue. Alors, pas que le mien, un peu quand même, mais il faut avoir une fonds de performance absolue. Ok, performance absolue, ça fait rêver parce que ça veut dire, bah tiens, on subit pas les à-coups des marchés. Pour autant, ça ne fait pas monter. J'ai regardé la courbe du fonds sur longue période. J'ai une période compliquée, on va dire, entre 2018 et 2020. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc effectivement, 2018, en fait, c'est mi-2018 à mi-2020. Donc c'est pendant 2 ans. Le marché s'est beaucoup moins intéressé aux fondamentaux. 85% de la performance boursière sur cette période-là s'expliquait par l'expansion des multiples. Ça veut dire que quand ce que j'achetais à 12 de PE à l'époque, ben, j'étais prêt à l'acheter 18. Bon, donc ça veut dire que un modèle quantitatif qui regarde que les données, ben, il voit des choses qui deviennent de plus en plus chères. Et donc, il n'est pas acheteur de ça. Donc, la méthodologie du fonds s'est retrouvée inadaptée. Vous l'avez fait évoluer? Qu'est-ce qu'on a fait exactement? On a intégré dans notre processus des critères de momentum. Ça veut dire que à fin 2019, on a rajouté dans le fonds des critères d'analyse qui permettent d'essayer de comprendre ce que font les investisseurs à tout moment pour se dire, voilà, quels sont les critères en ce moment qu'il faut intégrer dans notre système de notation pour mieux intégrer ce que fait le marché en plus des fondamentaux des boîtes. Comment il se comporte depuis le début de l'année? Alors, le début de l'année, c'est un peu plat. D'accord. Là, sur la période très récente, on est en pleine crise. Le fonds a traversé ça de manière assez tranquille. Depuis le début de l'année, on est à une performance légèrement négative, ce qui est normal après une année. L'année dernière, c'était 13. Donc, c'est aussi normal que de temps en temps, ça respire un peu. On sent qu'on est en train de vivre un peu un moment d'inflexion sur le marché, je sais pas, mais sur les critères prédominants. C'est-à-dire, la value fonctionnait très bien. En ce moment, ça marche un peu moins bien. La qualité prend un peu le relais. Le momentum fonctionne moins bien. Donc, on sent qu'en fait, le marché est en train de chercher sa méthode. Alors moi, j'ai une question très pratico-pratique, purement commerciale. La question d'Olivier. Et voilà, la question d'Olivier. Moi, je suis un CGP, comme on le sait. Je veux des informations. Je veux avoir plus d'éléments pour appréhender ce support. Je fais comment, Louis? Alors, déjà, il m'appelle. Enfin, Très bien. Tu m'appelles en tant que CGP. Tu appelles tes équipes, enfin tu appelles les équipes d'Olivier et de nos partenaires assureurs parce qu'on s'appuie évidemment beaucoup sur eux. On connaît très bien les inspecteurs, ils ont mes coordonnées et puis moi je suis avec grand plaisir pour échanger avec tous nos partenaires et rentrer dans le détail de ce qu'on vient d'effleurer. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez revoir en replay sur YouTube, mais également sur le site de Plus Encore sur H24 Finance et que vous pouvez également réécouter en podcast. Salut, on se retrouve le mois prochain.